Masechet Baba Kama, Daf Kuf He, Amud Aleph. On va commencer à partir de la 7e ligne. Chutz Mipachot, Mishavé Pruta, Bakeren, Vechoulé. Bien qu'on ait déjà fait cette Gemara, mais je voudrais reprendre pour terminer le Hamoud, puisqu'on ne l'a pas fini. Chutz Mipachot, Mishavé Pruta. La Mishnah nous a dit que celui qui a volé, en plus il a nié le vol et il a juré à tort, il a prêté un faux serment, pour pouvoir se faire pardonner, il doit apporter 3 choses. Keren, Homesh et Hacham. Rembourser au propriétaire le capital, Keren, lui rajouter une pénalité, Homesh, 1/5 de plus, et apporter un korban Hacham Gezelot. Offrir ce sacrifice au Beth Amikdash. Mais la Mishnah nous a rajouté un détail. Lequel ? C'est que dans un cas pareil, d'un voleur qu'on appelle le voleur atypique, pas un voleur classique, juste quelqu'un qui a volé, mais en plus il a prêté un faux serment, celui-là, pour pouvoir se faire pardonner, il faut qu'il rembourse au propriétaire en main propre. Même s'il a voyagé en Australie, le propriétaire de cet argent, le voleur doit aller jusque là-bas pour le lui rendre, ce keren. Il ne peut pas se suffire juste d'un remboursement à son fils, à son chaliah. Il faut qu'il lui donne en main propre. Quel est le din si jamais il lui a remboursé le keren, mais moins une prouta? Par exemple, il avait volé 10 000 shekels, il lui a remboursé 10 000 shekels, moins une prouta. Étant donné qu'une prouta, ça s'appelle kesef, mammon, eh bien, même pour cette prouta, il va devoir voyager jusqu'en Madaï pour lui remettre cet argent. Sinon, il n'a pas de kapara, car la Torah exige de la hacher hu lo itenenu beyom hashmato. D'accord. Par contre, s'il lui a remboursé le keren, mais il manquait juste un tout petit peu pour le remboursement de la totalité du keren. Il manque un peu. Il n'a pas tout payé. Mais ce qui manque, c'est moins d'une prouta. Étant donné que c'est moins d'une prouta, ça ne s'appelle pas mammon kesef, bien qu'on n'ait pas le droit de voler même moins d'une prouta. On le sait que la génération du déluge ou de Sédom va à Amora, il volait moins d'une prouta. Et quand on vole moins d'une prouta, il n'y a pas d'obligation de restitution, de remboursement. Mais il y a quand même un issour, l'otigzol, même pour moins d'une prouta. Mais il n'y a pas le hiyuv de veshiv et agezela. C'est ce que nous dit la Mishnah. Bien que ce monsieur n'a pas remboursé la totalité, mais étant donné que ce qui manque à rembourser, c'est moins d'une prouta, il n'a pas l'obligation d'aller jusqu'en Madaï. Très bien. Amar Rav Papa Loshanu ela she'en gezela kayemet, aval gezela kayemet tzarich lelech aharav, haishinan shema tiyaker. Imaginons maintenant que c'était un objet, des objets. Par exemple, il lui a volé des oranges, ou il lui a volé des cure-dents, comme l'exemple que j'ai donné. Il lui a volé des cure-dents. D'accord, ce monsieur, c'était un commerçant, un vendeur de cure-dents. Et il lui a volé tout le stock. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a tout rendu. Mais voilà qu'il retrouve chez lui un cure-dent. Un cure-dent, il n'a pas rendu. Est-ce qu'il faut qu'il voyage jusqu'en Australie pour lui rendre ce cure-dent? Alors, on a dit que si c'est moins d'une prouta, il n'a pas besoin de voyager pour le lui rendre. Il n'y a pas le chiyuv de hashava. Question. Quel est le din si le cure-dent est là? C'est-à-dire, c'est pas qu'il a, par exemple, tout vendu ou tout perdu ou tout a disparu. Non, le cure-dent est là. Ce cure-dent-là, aujourd'hui, il ne vaut pas une prouta. C'est vrai. Mais peut-être que le marché des cure-dents va évoluer. Et peut-être que ce cure-dent-là, il va prendre de la valeur, il va augmenter de valeur. Peut-être qu'il va valoir une prouta.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il ne vaut pas une prouta, mais imaginons que demain il y a une pénurie de cure-dents et que ce cure-dent-là va coûter une prouta. Alors est-ce qu'aujourd'hui il faut qu'il aille le lui rendre, bien qu'il ne coûte pas une prouta, mais un jour il peut valoir une prouta, ou bien on se base sur l'instant présent. Si dans l'actualité ça ne coûte pas une prouta, il est pas tôt. Alors Béhémet, on va voir tout de suite qu'il y a deux versions de Rav Papa. Selon la première version, on se réfère au futur, c'est-à-dire cette éventualité que dans le futur ça prenne de la valeur d'une prouta et donc il est hayab de voyager pour le lui rendre. Selon la deuxième version, non. On ne se base pas sur une éventualité d'augmentation. On va d'après la réalité actuelle. Puisque actuellement ça ne coûte pas une prouta, eh bien il n'a pas besoin de voyager pour le lui rendre. Relisons ça. Amarav Papa, lo shanu ela she'en gezela kayemet, aval gezela kayemet, tsarich lelech harav. Quand est-ce que la Mishnah nous dispense le voleur de voyager en Madaï pour rembourser ce qui coûte la valeur inférieure à une prouta? C'est uniquement si l'objet lui-même a disparu. Mais si l'objet est existant, comme j'ai dit, le cure-dent, il est là, alors, même s'il coûte moins d'une prouta, tsarich lelech harav, il doit voyager jusqu'en Madaï pour le lui rendre. Haïshinan shemate yaker. Nous craignons que ce cure-dent augmente de valeur. Et s'il augmente de valeur, alors il faut qu'il voyage. Et Kade Amré, deuxième version. Certains disent, Amar Rav Papa dit le contraire. Loshna gzela kayemet, veloshna she'en gezela kayemet. Il n'y a pas de différence. Que le cure-dent, le dernier, soit là, qu'il existe, ou bien qu'il n'existe plus. Et notre sarich lelech harav. Il n'a pas besoin de voyager. Les schémas teyaker lo haïshinan. Nous ne craignons pas cette éventualité que peut-être ça va augmenter. On ne va pas se baser sur un peut-être. Et si on mettait Paris dans une bouteille, et si un jour ça va augmenter, on ne va pas aujourd'hui fixer une halakha de l'obliger à voyager parce que peut-être ça peut augmenter. Aujourd'hui, ça ne vaut pas ça, et bien ça ne vaut pas ça, ça ne vaut pas une prouta. On va d'après l'actualité et pas par rapport à l'éventualité du futur. Alors, ça c'est une halakha enseignée par Rava, par Rav Papa, excusez-moi. Maintenant Rava. Amar Rava, Gazal, Shalosh Agudot, Beshalosh Prutot, Vehuzlu, Vehamdu, Al-Shtaim. C'est-à-dire, Rava nous enseigne que si quelqu'un a volé 3 bottes, par exemple 3 bottes de blé, Beshalosh Prutot, chaque botte de blé, elle valait une prouta. Vehuzlu, ve'amdu al-shtaim. Et voilà que maintenant, les 3 bottes ont baissé de valeur. Amdu al-shtaim. C'est-à-dire qu'avec 2 proutotes, tu peux acheter 3 bottes. 3 unités. Ce qui veut dire que chaque unité qui autrefois valait une prouta, aujourd'hui, chaque unité vaut moins qu'une prouta. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, il mehzir lo shtaim, hayav lehzir lo acheret. Quel est le din si il a rendu, le voleur a restitué 2 sur 3? On a dit qu'au moment où il a volé, chaque botte valait une prouta. Donc il fallait absolument les restituer les 3. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a baissé de valeur. Alors les 3 agudot valent 2 proutotes. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 agudot sur 3, il les a rendus au propriétaire. Qu'est-ce qui reste chez lui maintenant? Une agouda. Combien elle coûte? Moins d'une prouta. Qu'est-ce qu'on avait appris? Que moins d'une prouta, il n'y a pas de hiyuv de hashava. En l'occurrence, est-ce qu'il a un hiyuv de hashava, oui ou non? Quelqu'un qui vole d'emblée moins d'une prouta,
il n'a pas le chiyuv de rendre moins d'une prouta. Nachon? Mais s'il a volé quand ça coûtait une prouta, et maintenant ça a baissé de valeur, il doit rendre des 3 normalement. est-ce qu'on va d'après le passé ou on va d'après le présent? Si on va d'après le passé, ça coûtait une prouta. Donc il avait au moment du vol l'obligation de restituer même les 3, parce que chacune valait une prouta. Mais maintenant ça coûte combien? Moins d'une prouta. C'est-à-dire que chaque unité vaut moins d'une prouta. Mais 2 ensemble, ça vaut une prouta. C'est ce qu'il a fait. Il a rendu 2, mais il n'a pas restitué la 3e agouda. Est-ce qu'il a l'obligation de la restituer, oui ou non? On peut dire oui, on peut dire non. Pourquoi on pourrait dire oui, il a l'obligation de rendre? Parce qu'au moment où il a volé, ça coûtait une prouta. À ce moment-là, il avait le chiyuv de rendre même cette agouda. Mais si on va d'après le présent, au présent, maintenant qu'il a déjà rendu 2 sur 3, ce qui lui reste en main, c'est inférieur à la valeur d'une prouta. Et on a déjà dit que quand c'est inférieur à la valeur d'une prouta, il n'y a pas d'obligation de restituer. Alors vous avez compris, s'il avait volé depuis le début quelque chose qui vaut moins d'une prouta, il n'y a pas le chiyuv de Hachava. Mais maintenant, on ne parle pas de ce cas. On parle du cas où ça coûtait moins d'une prouta. Pardon, ça coûtait plus qu'une prouta. Ça coûtait au moment du vol plus qu'une prouta. Et maintenant, ça coûte moins d'une prouta. Est-ce qu'on va d'après le moment du vol ou on va d'après l'heure actuelle? Eh bien, Rava va dire que malgré tout, bien que celui qui a volé un cure-dent qui coûtait moins d'une prouta, il n'a pas l'obligation de le rendre, il a fait une avera. Mais il n'y a pas la mitzvah de Veshiv et Akzela Asher Gazal puisque ça coûte moins d'une prouta. Ça, c'est seulement lorsque, déjà au moment du vol, ça coûtait moins d'une prouta. Mais si au moment du vol, ce cure-dent, il coûtait une prouta, et ensuite il a baissé de valeur, alors est-ce qu'on va d'après le passé ou on va d'après le présent? Si on va d'après le passé, ça coûtait une prouta, donc il doit payer. Si on va d'après le présent, eh bien, ça ne coûte pas une prouta, il ne doit rien. Rava dit, il doit le restituer, il doit le rendre. C'est-à-dire qu'on va d'après le passé. Au passé, ça coûtait une prouta, au moment du vol, eh bien, il faut qu'il rembourse, il faut qu'il le restitue, même si aujourd'hui il coûte moins d'une prouta. Hayav l'achzirlo acheret. Il doit lui rendre la 3e botte. Pourquoi? Vetana Tuna. Le Tana nous l'a enseigné. Dans quel Mishnah? Gazal Hametz. Ve'avar alav Pesach. Omer lo areshel chalefanecha. On a appris ça déjà dans une Mishnah. Que si quelqu'un a volé du Hametz avant Pesach, et ensuite Pesach est passé, le voleur peut dire au propriétaire, voilà ton Hametz. Et pourtant, ce whisky qui lui a volé avant Pesach, il coûtait très cher. Maintenant, après Pesach, il lui dit, voici le whisky est devant toi. Mais il vaut 0. Il lui a volé quelque chose qui avait de la valeur et il lui rend quelque chose qui n'a aucune valeur. Et pourtant, étant donné que c'est la même forme, c'est le même objet tel quel, alors il peut dire, voilà, je te l'ai rendu tel quel. Nachon, Tama deite be'ene. Toute la raison pour laquelle il peut lui dire, je te l'ai rendu, et donc je suis quitte, c'est parce que le Hametz est resté ici, existant. Halite be'ene. Mais si le Hametz avait disparu, il ne peut pas lui dire Arishal Khalfanecha puisqu'il a disparu. Afal gavde ashtalav mamonaou. Kevan de me'ikara mamonaou ba'e shalume. Quel est le din? Si le Hametz a disparu, eh bien après Pessah, ce bonhomme va devoir payer le prix du Hametz. Lequel prix? D'avant Pessah, comme au moment du vol. Donc ça veut dire qu'on se réfère au passé et pas au présent. Il ne veut pas lui dire, écoute, il vient de disparaître, maintenant il valait rien. Si il était là, ce Hametz, j'aurais pu te dire, Hareshelcha lefanecha. Et pourtant, il ne vaut rien. Maintenant, il a disparu. Maintenant, il y a eu un incendie. Un incendie, il valait rien. Alors pourquoi tu veux que je te paye? On lui dit, non, monsieur, tu dois payer parce qu'au moment où tu as volé, ça avait de la valeur. Alors maintenant, tu vas payer pour cette raison.
Donc, Achanami, Avalgav de Ashta lo shave pruta, Kevan de Merikara ave shave pruta. Bah, Eshaloumé, pareillement, ces cure-dents, il y en avait 3. Chacun coûtait une pruta au moment du vol. Donc, il fallait restituer les 3 parce que c'est 3 prutotes. Maintenant que ça a baissé de valeur, chaque cure-dent, il coûte moins d'une pruta. 2 cure-dents, ça fait une pruta. Mais il les a rendus. Mais le 3e cure-dent, il ne l'a pas rendu. Est-ce qu'il a l'obligation de le rendre ou pas? Si on va d'après le passé, au moment du vol, ça coûtait une pruta, il aurait dû le rendre. Mais si on dit qu'on va d'après au présent, et puisqu'au présent il ne vaut pas une pruta, alors il ne doit pas. Qu'est-ce que Rava a démontré à propos du Hametz? Il a démontré qu'on va d'après le passé, puisque au moment du vol, ça coûtait une pruta, alors il doit lui restituer l'objet. Baé Rava. Par rapport à ce que vient d'affirmer Rava, comme quoi on va d'après le passé, et puisque au passé, c'est-à-dire au moment du vol, ça coûtait une pruta, bien que maintenant ça a baissé de valeur, il doit lui restituer l'objet tel quel. Rava se pose une question. Gazal shte agudot bipruta ve'hzirlo ahat mehen ma'u mi amrinan hashta leka gezela o dilma halo hadar gezela de havai gabe. C'est-à-dire, quel serait le din si quelqu'un, j'aime bien prendre l'exemple des cure-dents, parce que c'est plus facile que de parler des agudot, des bottes de blé ou des bottes de radis. On va parler de 2 cure-dents, d'accord? Bien que Rava a parlé de agudot, moi je parle de cure-dents, c'est plus facile à imaginer qu'un cure-dent, une fois il coûte une pruta, une fois il coûte moins, d'accord? Mais maintenant on va parler comme ça. Non pas de variation de valeur, qu'au moment du vol ça coûtait une pruta et après ça a baissé de valeur, on ne parle plus de ça. Parlons d'un autre cas. Le bonhomme a volé 2 cure-dents. Combien ça coûtait? Tous les 2 ensemble. D'accord? Une pruta. Les 2 cure-dents valaient une pruta. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a restitué un cure-dent. Le cure-dent qui reste chez lui maintenant, c'est une demi-pruta. Alors, un cure-dent qui vaut une demi-pruta, on n'est pas chayav de le rendre, bien que c'est assourd de voler, mais une fois qu'il a volé, il n'est pas obligé de le rendre. Mais là, au moment où il a volé, il n'a pas volé qu'un cure-dent, il a volé 2 cure-dents. Ce qui fait que un qui fait partie des 2 fait partie de ce qu'on appelle le vol qui impose restitution. Étant donné que il a volé 2 cure-dents, chacun valait une demi-pruta, mais les 2 additionnés, la somme des 2, ça fait une pruta. Ce qui fait que non seulement que c'est assourd de voler, mais c'est même une obligation de les restituer tous les 2. Puisque ça vaut une pruta, donc il a volé une pruta, il doit rendre la pruta, donc il doit rendre les 2 cure-dents. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, le malin? Il a rendu un cure-dent. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Monsieur, rends le 2e. Il va dire, mais le 2e, c'est moins d'une pruta. Pourquoi tu veux que je lui rende? Je ne suis pas obligé. Tu ne peux pas m'imposer. C'est le premier cure-dent. C'est moins d'une pruta. Oui, mais quand il lui a rendu... D'accord, mais il a rendu. Maintenant qu'il a rendu, est-ce qu'on peut maintenant lui imposer la restitution du 2e cure-dent? Oui, parce que le vol n'est pas compris. Le vol n'est pas compris. Alors Rava, lui, il s'est posé la question. Baé Rava. Rava, il a une baria. Il a un problème, Rava. Gazal, shte agudot bipruta ve'hzir lo ahat mehen ma'u. S'il a volé les 2 cure-dents qui valaient une pruta, les 2 ensemble, et finalement il a rendu qu'un seul des 2, mi amrinan, est-ce qu'on va dire hashta leka gezela? Maintenant, il n'y a pas de gezela chez lui, leka gezela gabé, comme ça que le bar corrige. Leka gezela gabé, c'est-à-dire que chez lui à la maison, il n'y a plus l'objet d'une pruta. Qu'est-ce qui reste chez lui? Un cure-dent. Mais un cure-dent, c'est une demi-pruta. Donc, on ne peut pas lui dire, monsieur,
tu as l'obligation de rendre la Gezela, puisque la Gezela, elle est moins d'une prouta. C'est comme s'il n'y a plus de Gezela chez lui. Ou bien, Odilma, Halo Hadar Gezela de Havai Gabe. Ou bien, on va dire que puisque au moment où il a volé, les deux ensemble, ça faisait une valeur de prouta, donc il avait l'obligation de les rendre tous les deux. Alors, bien que maintenant il a rendu un des deux cure-dents, le deuxième, bien qu'il coûte moins d'une prouta, mais étant donné qu'il faisait partie d'un ensemble dont il avait l'obligation de rendre, alors cette obligation de restitution, elle est maintenue même maintenant, même s'il les a fait en 2 temps, même si ça se fait en 2 temps. D'abord, il a rendu une demi-prouta, il a l'obligation de rendre l'autre demi-prouta, parce que l'autre demi-prouta fait partie de l'ensemble d'une prouta, dont il y avait à un moment donné l'obligation de rendre les deux, car les deux constituaient une prouta. Alors, après que Rava s'est posé lui-même la question, il s'est auto-répondu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hadar Pashta, Gezela Enkan, Hashava Enkan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a répondu, il n'y a pas de Gzela, il n'y a pas de Hashava. C'est-à-dire, si on traduit littéralement, ce monsieur n'a pas l'obligation de rendre. Parce que c'est une demi-prouta. Une demi-prouta, il n'y a pas l'obligation de rendre. C'est comme s'il n'y a plus de Gzela chez lui. Car pour dire qu'il y a une Gzela chez lui, il faut que ça coûte une prouta. Hashava Enkan, mais il n'a pas rendu. Alors la Gemara dit, mais c'est contradictoire. I Gezela Enkan, Hashava Yeshkan. Slicha. C'est-à-dire, si tu me dis que il n'y a plus de Gzela chez lui, donc ça veut dire qu'il y a une Hashava. Je n'ai pas compris. Tu dis une chose et son contraire. Rava dit 2 phrases contradictoires a priori. Il a dit Gezela Enkan, Hashava Enkan. Il n'y a pas de Gezela, il n'y a pas de Hashava. Mais si tu dis qu'il n'y a plus de Gzela chez lui, ça veut dire que ce qu'il a rendu, c'est une Hashava. Comment Rava il peut dire une chose et son contraire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Gezela Enkan. Il n'y a plus de Gzela chez lui. Hashava Enkan. Mais il n'a pas rendu. Mais c'est pas possible. Mais il a rendu ce monsieur. Il a rendu combien? Une demi-prouta. Donc, en rendant cette demi-prouta, donc il n'a plus l'obligation de rendre plus que ça. S'il n'a plus l'obligation de rendre plus que ça, alors, donc il a fait la Hashava. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de Hashava. Alors la Gemara s'explique. La Gemara explique ce qu'il veut dire Rava. Harika Amar, voilà ce qu'il voulait dire Rava. Afalpi shegzela enkan, mitzvat Hashava enkan. C'est-à-dire, c'est vrai que tu ne peux plus lui imposer la restitution. C'est sûr. Tu ne peux pas lui dire va rendre le deuxième cure-dent. Parce que le deuxième cure-dent, combien il coûte? Moins d'une prouta. C'est vrai. Mais lui, il ne peut pas non plus se glorifier en disant c'est bon, j'ai fait la mitzvah de Hashavat Gezela. Pourquoi? La Torah dit Veheshiv et à Gezela Asher Gazal. Il rendra, il faut restituer la Gezela volée. Est-ce qu'il a restitué ce qu'il a volé? Non. Il a volé une prouta, il a rendu une demi-prouta. Alors c'est vrai que maintenant, je ne peux pas lui imposer, moi en tant que Dayan, je ne peux pas lui imposer la restitution du deuxième cure-dent. Car le deuxième cure-dent, il vaut moins d'une prouta. Mais étant donné qu'au moment du vol, ce deuxième cure-dent faisait partie d'un ensemble qui constituait la prouta, et à ce moment-là, il avait l'obligation de rendre les deux. S'il voulait se faire pardonner, il aurait dû rendre les deux. Maintenant qu'il n'a rendu qu'un seul, alors c'est vrai que maintenant, juridiquement parlant, je ne peux pas le condamner à rendre le deuxième cure-dent, mais il ne peut pas se glorifier en disant « c'est bon, je suis quitte vis-à-vis du ciel, je me suis acquitté ». Pourquoi? Parce que ce qu'il a rendu,
c'est parce qu'il a volé. Il n'a pas rendu la totalité. Il n'a rendu qu'une partie. Il a rendu un cure-dent, pas le deuxième. Donc la mitzvah de Hashava, qui se rapportait aux 2 cure-dents, n'est pas complète. Donc il n'a pas fait la mitzvah. Fin du sujet par rapport à la Gézéla. Mais dans le même ordre d'idées, la Gemara va nous faire part d'un débat de Rava lui-même à propos d'un autre sujet, mais exactement dans le même ordre d'idées. Regardez la structure du sujet. On va parler du Nazir. Ve'amar Rava, Hare Amru, Nazir shegileach, ve'shier shte se'arot, lo asa ve'lo klum. Pour comprendre le sujet, rappelons. Le Nazir, c'est celui qui a pris sur lui un engagement de devenir Nazir. Durant toute cette période, il n'aura pas le droit de consommer le produit de la vigne, de se couper les cheveux ou de se rendre impur au contact d'un mort. Ces interdictions auront lieu tant qu'il est Nazir. Mais s'il a pris sur lui un engagement de Nézirout, par exemple, de 30 jours, 60 jours, 90 jours, eh bien, à l'issue de cette période de Nézirout, pour mettre fin à la Nézirout, il devra apporter des corbanotes, 3 corbanotes. Et il va devoir se couper les cheveux au Beth Amikdash, et sa chevelure sera jetée dans le feu qui se trouve sous la marmite du korban shlamim du Nazir, le El Nazir. Sa chevelure est kadosh, puisque pendant toute la période de Nézirout, il n'a pas touché à ses cheveux, il n'avait pas le droit de couper les cheveux pendant toute la période. Kadosh iye gadel pera se'ar rocho. Et bien maintenant, à l'issue de la Nézirout, on a dit qu'il a la mitzvah de Gilouah, de faire la boule à zéro. Cette mitzvah de Gilouah, elle nous impose la coupure de la totalité des cheveux. Si il reste 2 cheveux, cet homme, c'est comme s'il n'a pas fait du tout de Gilouah. S'il reste 1 cheveu, alors oui, ça va. C'est considéré qu'il a en effet fait la mitzvah de Gilouah. Mais s'il a laissé 2 poils, eh bien le Gilouah de la tête n'est pas suffisant et il n'a pas fait la mitzvah. C'est comme s'il n'a rien fait. Pourtant, il a rasé la majorité de la tête. Il ne reste plus que 2 cheveux. Eh bien, 2 cheveux, c'est comme toute la tête. Il n'a pas fait la mitzvah. Très bien. Maintenant, la question se pose. Voilà Rava de quoi il parle. Ve'amar Rava, Hare Amru, les Hachamim ont enseigné. Nazir shegileach, ve'shier shte se'arot, lo hasa ve'lo klum. S'il a laissé 2 poils, c'est comme s'il n'a rien fait. Ba'e Rava, gileach ahat, ve'nashra ahat. Mahu. Quel est le din si par exemple, lui, il a été mégaléar toute la tête, et à la fin, il restait 2 poils, il a été mégaléar 1 cheveu, et le deuxième est tombé. Quand il est resté 2 cheveux, c'est comme s'il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut les raser. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé 1 poil. Le deuxième est tombé. Tout seul. Chute de cheveux. Est-ce qu'il a fait la mitzvah? La Gemara pose la question, elle s'étonne. Et elle dit, je ne comprends pas. Amarle Rava Hamidifti le Ravina, Nazir Shegilech Ahat Kamiba Yale le Rava. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel est le problème? C'est sûr que c'est bon. Comme ça dit Rashi, Habadai Gilu Ahave, Kevan Shebesha Sheba le Galeah, Hai Shiu Rava Beshio Giluah, Vegiliach Ahat, Afan Pishenashra Shnia Giluah. Étant donné qu'il a déjà rasé toute la tête, il ne manquait plus que 2 poils. Sur les 2 poils, il y a un shiro. 2 poils, c'est un shiro, parce que c'est comme s'il n'a rien fait. Et il a rasé un des 2. Le deuxième est tombé. Quel est le problème? Il n'y a aucun problème, tout va bien. Alors c'est quoi la question qu'a posée? Alors voilà, la Gemara explique et elle précise
elle précise la question de Rava. Amarle, la tzricha, kegon shenashar ahat mehen, vegileach ahat. Miamrina nashta mihat aleka shi'ur, odilma alav giluahu, demeikara hashier shte se'arot, ve'ashta kigileach lo ave shte se'arot. C'est-à-dire, la question de Rava, elle est super ingénieuse. Il dit, dans le cas où il a rasé un des deux poils et le deuxième est tombé, tout va bien. Ça, c'est sûr. Mais quel est le din si la chronologie était inverse? Oui. D'abord, il a fait la boule à zéro, il a laissé que deux poils. C'est comme s'il n'a rien fait. Et ensuite, il y a un cheveu qui est tombé tout seul. Et ensuite, il a rasé le dernier. Est-ce que là, il est quitte de la mitzvah? La Gemara explique les deux facettes du dilemme de Rava. Pourquoi Rava il se pose la question? Miamrinan hashta mihat haleka shi'ur. Maintenant, combien il lui reste de cheveux une fois que il reste deux cheveux, il y en a un qui est tombé. Il reste encore un. Ça marche. Maintenant, ça marche? Oui, Non. Non, ça marche pas. Car pour que ça s'appelle Gilouar, il faut un minimum de 2 cheveux. Si on n'a pas 2 cheveux à raser, s'il n'y a qu'un seul cheveu sur la tête, ça ne s'appelle pas, quand on coupe ce cheveu, Gilouar. Les 2 cheveux ont une importance dans les 2 sens. D'une part, s'il a fait la boule à zéro, il reste que 2 cheveux, c'est comme s'il n'a rien fait. Il a encore la mitzvah du gilouah, la mitzvah de se raser la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 cheveux. S'il y a 2 cheveux, ça s'appelle une tête pleine de cheveux. Là, il y a une mitzvah de se raser la tête. Mais s'il restait qu'un seul cheveu, ça ne s'appelle pas des cheveux. Il n'y a pas des cheveux. Un seul cheveu, ça ne s'appelle pas des cheveux. Il n'y a pas la mitzvah de Gilouar, n'est-ce pas? Donc, s'il y a 2 cheveux, c'est comme une tête pleine de cheveux. S'il y a un cheveu, c'est comme s'il n'y a pas de cheveux. Alors maintenant, la question est la suivante. Le bonhomme a rasé la majorité de la tête, il a laissé que 2 poils. Ensuite, l'un des 2 poils est tombé tout seul. Chute de cheveux. Il reste un seul poil. Est-ce que maintenant, il a la mitzvah de raser le dernier poil? Oui ou non? Non. Fini. Parce que c'est pas, ça s'appelle, c'est pas Il a perdu la mitzvah. La Gemara dit comme ça. Il n'a pas rasé. Alors écoutez le Safek. Miamrinan hashta mihat haleka shi'ur. Maintenant, il reste un cheveu, il n'y a pas le shi'ur. Oh, dilma halaf. Excusez-moi. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il avait rasé au début? Il a rasé la totalité. Après, il restait 2. On a dit que c'est comme si il n'a rien fait. Mais il y en a un des 2 qui est tombé. Alors, tout va bien. Tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que maintenant qu'il y a un cheveu qui est tombé, il savait rétroactivement que tout ce qu'il avait rasé auparavant, c'est très bien. Et il restait 2, donc c'est pas bien. Mais il y en a un qui est tombé, donc il reste pas 2, il reste 1. Puisqu'il ne reste plus qu'un seul cheveu, donc tout ce qu'il avait rasé, c'était bien. Ou bien on va dire Odilma halav gilouahu. Ou bien on va dire non, ce monsieur, il n'a pas fait la mitzvah du gilouar. Pourquoi? Au début, Hashier shte se'arot. Au moment où il avait rasé la majorité de la tête, il a laissé 2 cheveux, donc c'est comme s'il n'a rien fait. Et maintenant, quand il a rasé rien qu'un cheveu, ça s'appelle pas gilouar. Pour que ça s'appelle gilouar, il faut un minimum de combien? 2 cheveux. S'il a rasé moins de 2 cheveux, ça s'appelle pas gilouar. Donc, au moment où il avait rasé la majorité de la tête, il a laissé 2 cheveux, c'est comme s'il n'a rien fait. Maintenant qu'il y a un cheveu des 2 qui est tombé, maintenant il ne peut plus. Pourquoi il ne peut plus? Parce qu'il a rasé un cheveu, ça ne s'appelle pas gilouar. Alors ce monsieur n'a pas fait la mitzvah de gilouar ni avant ni après. C'est un safek. Hadar Pashta. Ensuite, Rava lui-même s'est auto-répondu.
il a dit Se'ar enkan, gilouach enkan. Il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de gilouach. C'est-à-dire, ni il y a des cheveux, ni il y a gilouach. La Gemara dit, je ne comprends pas. Se'ar enkan, gilouach yeshkan. Mais s'il n'a pas de cheveux, ça veut dire qu'il a fait la mitzvah du gilouach. Ça veut dire qu'il a fait le gilouach. On ne peut pas avoir des cheveux et ne pas avoir des cheveux. Tu me dis, il n'y a pas de cheveux, mais il n'y a pas de gilouach. Il n'y a pas de rasage. Mais s'il n'y a pas de cheveux, c'est qu'il y a eu rasage. La Gemara dit, Arika Amar. Afalpi chez Se'ar enkan mitzvat gilouach enkan. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'y a plus de cheveux, mais il n'a pas fait la mitzvah. Car la mitzvah du gilouach, c'est de raser au moins 2 cheveux. Or, et de ne pas laisser 2 cheveux. Raser au moins 2 cheveux et ne pas laisser au moins 2 cheveux. Donc, s'il a laissé au début 2 cheveux, bien qu'il avait rasé le tout, c'est 0. Ensuite, il y a un cheveu qui est tombé. Qu'est-ce qui reste à couper? Un cheveu. Ça ne s'appelle pas gilouach. Alors, ce monsieur n'a pas fait la mitzvah. Selon une version de Tosfot, il n'a pas fait la mitzvah tout simplement. Selon une autre version de Tosfot, carrément, cet homme ne pourra pas arrêter sa nésiroute. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas aller maintenant manger du raisin, boire du vin, aller au cimetière et ainsi de suite. Tout ce qui est interdit au nazir, ça va continuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le gilouach qui met fin à tous ces interdits. Nachon. Alors, en tout cas, c'est ce que Rava a conclu. Bien qu'il n'y ait pas de cheveux, mais il n'a pas fait non plus la mitzvah de gilouach. Donc c'est exactement la même structure de pensée que Rava avait présentée précédemment dans l'histoire du voleur qui a volé 2 cure-dents qui valaient une prouta et ensuite il a rendu un cure-dent. Est-ce que maintenant il est obligé de rendre le deuxième? Alors on a dit d'une part Gezela Enkan, c'est vrai qu'il n'y a plus de Gezela chez lui donc on ne peut pas lui imposer la restitution, mais d'autre part, il ne peut pas dire qu'il a fait la mitzvah de Hashava, parce que quand il a rendu quoi? Une demi-prouta, c'est pas une Hashava. Et il n'a pas rendu la totalité comme il se devait, donc la mitzvah, il n'a pas faite. Donc la même chose, il avait une mitzvah de gilouach, et il ne l'a pas faite. Et maintenant, la Gemara nous présente un 3e débat de Rava, qui est toujours dans le même ordre d'idées. Ba'e Rava. Excusez-moi. Ve'amar Rava. Hare amru. Havit shenikeva ustamuha. Ustamuha shmarim itziluha. Ba'e Rava. Agaf hetzia mahu. Amar le Rav Yemar le Rav Ashi. Lav mishnatenu hi. Lav mishnatenu hi zo. Ditnan. Havit shenikeva ustamuha shmarim itziluha. Pakeka bizmora. Ad sheimareach. היו שתיים עד שימרח מן הצדדים ובין זמורה לחברתה. תמה דמרח, הלא מרח, לא עמי ותהווה כי אגף חציה. C'est-à-dire, pour comprendre le sujet, une petite introduction. Premièrement, vous savez que tout objet qui se trouve sous le même toit qu'un mort devient tamé. Également, toute personne qui est sous le même toit que le mort est tamé. Ça s'appelle Tum'at Ohel. Maintenant, quel est le din si on a 2 étages? On a un rez-de-chaussée et un étage. Le mort se trouve au rez-de-chaussée. Est-ce que toutes les personnes et les objets qui se trouvent à l'étage deviennent tamés? Réponse, ça dépend. Si le toit est hermétique, eh bien, il n'y a pas de Toum'a. Pourquoi? La Toum'a va rester dans l'espace du rez-de-chaussée. Elle ne va pas percer le plafond pour rendre tamé tout ce qui s'y trouve là-bas. Mais s'il y avait un trou d'une largeur d'un tefah, d'un point, eh bien, dans ce cas-là, la Toum'a, elle traverse le trou et tous les objets ou les personnes qui se trouvent à l'étage deviennent tamés. Maintenant, imaginez-vous qu'il y ait un trou dans ce plafond, mais
on a pris un keli, un ustensile, et on l'a posé sur le trou. Ce qui fait que maintenant, il y a donc un écran entre le bas et le haut. D'après vous, ce qui se trouve en haut est tamé ou tahor? Le Kelly est tamé. Alors, je vais vous donner encore une introduction. C'est que pour pouvoir faire écran entre le haut et le bas par rapport à la Toum'a, il faut que l'objet qui sert de bouchon, il faut que lui-même ne puisse pas devenir tamé. Par exemple, si c'est un ustensile en métal, il est mekabel Toum'a. Et donc, puisque lui-même il est mekabel Toum'a, eno hotzetz bifne hatum'a. D'accord? Puisque lui-même il va devenir tamé par le mort qui est en dessous, eh bien, il ne peut pas faire écran. Et donc la Toum'a du mort d'en bas, elle passe là-haut. Et donc, tout ce qui est là-haut est tamé. Maintenant, je vous pose la question, et là je vais voir si vous connaissez cette règle. Quel est le din si je prends un tonneau en argile qui est fermé et je le pose là-haut sur le trou? Lui, il n'est pas tamé, l'intérieur est tamé. L'intérieur est oui. Alors, très bien. Un keli d'argile, il y a hidouche. Eno mitame migabo et la mitocho. C'est-à-dire, la Toum'a d'un keli en argile ne peut provenir que d'un contact avec une source d'impureté à l'intérieur du keli, mais pas de l'extérieur du keli. Ça, c'est un hidouche. Alors que pour les kelim, par exemple, en matechet, un keli en métal, il n'y a pas de différence. Si un reptile mort, par exemple, a touché le keli de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est pareil, il devient tamé. Alors, c'est pour cela que la question se pose. Quel est le din si on avait un keli en argile sur le trou? Donc ce keli en argile, puisqu'il était posé sur le trou, il était fermé, donc il ne pouvait pas être mekabel Toum'a. Alors, est-ce qu'il fait écran? Bravo. Il fait écran. Très bien. Maintenant, écoutez, troisième introduction. Dans quel cas le keli en argile ne pourra pas faire écran si lui-même, il a été perforé? C'est-à-dire que lui-même, le keli en argile a été percé. Est-ce que tout ce qui va être à l'intérieur va devenir tamé? C'est-à-dire que le keli lui-même, tout ce qu'il contient à l'intérieur va devenir tamé? Eh bien, ça dépend de la largeur du trou. Si le trou est grand, oui. Sinon, non. Qu'est-ce qu'on appelle un grand trou et qu'est-ce qu'on appelle un petit trou? Ça dépend s'il est connaisse mashké ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire connaisse mashké? Faire entrer du liquide. Par exemple, je prends ce verre, je fais un petit trou. Maintenant, ce verre-là est plein d'eau. Si je fais rentrer ce verre vide, je le mets dans le verre qui est plein d'eau. Est-ce que l'eau va pénétrer à l'intérieur du verre? Peut-être oui, peut-être non. Ça dépend de la grandeur du trou. Si le trou est très 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 fin, je mets dedans, l'eau ne rentre pas. Si le trou est suffisamment large que quand je le mets à l'intérieur, l'eau rentre dedans, ça passe, alors ça s'appelle un keli qui est vraiment troué. Quand on parle d'un keli en argile, eh bien il sera mekabel Toum'a, car il est troué avec un trou qui est connaisse mashké. Alors, puisque il est mekabel Toum'a, il ne peut pas être hotzetz bifne hatum'a. Excellent. Maintenant, écoutez, quatrième notion. Quel est le din si j'avais un tonneau en argile qui bouchait le trou? C'était un tonneau qui avait servi au vin. D'accord? Et dans ce vin, il y avait de la lie de vin. La lie de vin, à force d'être déposée en dessous, figurez-vous qu'elle a bouché le trou. Maintenant, le trou qu'il y avait auparavant se trouve colmaté, obstrué, grâce au shmarim. Shmarim, c'est-à-dire la lie de vin.
il y a les shmarim que vous connaissez, la levure. C'est, en hébreu moderne, on appelle la levure shmarim, mais dans l'hébreu authentique, shmarim, c'est shimrei yain, c'est là la lie qui se dépose en bas du tonneau de vin. Si ça a coagulé et formé, ça a séché, ça a formé un bouchon, it's very good. Très bien. Maintenant, imaginons autre chose que de la lie de vin qui a séché, qui a coagulé, qui a formé un bouchon. Imaginons autre chose. On va prendre un bouchon, et, comment on appelle ça, artificiel. Par exemple, il y avait là-bas une branche, un petit brindille de bois. Une brindille de bois. Dans le tonneau. Et ce brindille de bois-là, qui était dans le trou du tonneau, était là, il bouchait, mais pas complètement. Est-ce que ça protège de la Toum'a ou pas? Réponse, ça dépend si on a mis du ciment autour pour colmater. Si la branche, le petit bâton là, qui se trouve, je fais rentrer, sortir, ça veut dire que quoi? Que c'est pas vraiment hermétique. Mais si j'ai colmaté tout autour, ça veut dire que c'est vraiment hermétique, eh bien, ce brindille peut me servir de colmatage et de bouchon. Et donc, tout ce qui est là-haut à l'étage est tahor, car la toum'a du mort d'en dessous n'est pas passée. Pourquoi? Car le trou qu'il y avait dans le toit a été bouché par le récipient en argile. Et le récipient en argile, bien qu'il avait un gros trou, mais ce gros trou a été bouché. Comment il a été bouché? Avec des shimrei yain, c'est sûr que ça marche, mais même si c'était pas avec des shimrei yain, c'était avec des brindilles, eh bien, ça marche. Ou bien, par exemple, nous dit la Mishnah, si on avait 2 brindilles, alors il faut mettre du ciment partout, entre les 2 brindilles et dans tout l'espace, de manière à ce que ce soit vraiment colmaté et bouché. Dans ce cas-là, en effet, la toum'a du mort ne passera pas à l'étage. Tout ce qui est là-haut aura été sauvé de l'impureté du mort. D'accord. Maintenant, la Gemara va poser la question, à savoir, quel est le din, écoutez bien ça, écoutez ça, quel est le din s'il y avait un trou relativement grand qui permet à l'eau d'entrer l'extérieur. D'accord? Parce que j'ai oublié de vous dire, juste une parenthèse, parce que tout à l'heure quand j'ai parlé de faire entrer de l'eau de l'extérieur, vous aviez dû certainement vous dire, mais c'est quoi cette complication de parler de l'eau de l'extérieur? Pourquoi est-ce que j'ai pas dit tout simplement que si il y avait un trou ici, je mets de l'eau dedans et que ça fuit, que ça coule, ben voilà. Pourquoi j'ai parlé de l'eau de l'extérieur au lieu de parler de l'eau de l'intérieur qui fuit? Vous êtes intelligent. Vous avez compris que pour faire sortir l'eau de l'intérieur vers l'extérieur, c'est facile, car la pression d'eau fait que, même s'il y a un tout petit trou, ça va fuir. Mais s'il s'agit de faire entrer de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur, il faut vraiment que ce soit un grand trou, parce que sinon, si c'est un tout petit trou, il n'y a pas assez de pression pour introduire l'eau de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour ça que Hachamim ont parlé de Kones Mashke et pas Motzi Mashke. Maintenant, Rabotai, écoutez la question pour vous montrer qu'on est toujours dans le même ordre d'idée de réflexion. Quel est le din si on avait un trou relativement grand, suffisamment pour laisser l'eau pénétrer dans le kéli? Et donc on a dit que ce kéli en argile, il ne fait pas écran entre le haut et le bas. Quel est le din si maintenant j'ai pris du ciment et j'ai fermé à moitié? C'est-à-dire j'ai bouché la moitié du trou. L'eau ne peut plus rentrer. Est-ce que c'est suffisant? Je répète, au début, on avait un trou qui était grand, qui permettait à l'eau de pénétrer. Donc le kéli, est-ce qu'il fait écran? Non, bravo. Maintenant, quel est le din si j'ai pris du ciment et j'ai bouché la moitié du trou? Maintenant, l'eau ne peut plus rentrer à l'intérieur. Mais il y a un trou.
est-ce que ce Kéli reste tahor, c'est-à-dire il empêche la Toum'a de passer, ou bien un Kéli pareil est Mekabel Toum'a? Bravo. Étant donné qu'on a bouché la moitié, et ce trou n'est pas suffisamment grand pour laisser l'eau pénétrer, eh bien il est tahor. Très bien. Maintenant, la Guémara pose la question, elle dit, s'il te plaît, j'ai pas compris, pourquoi dans le cas de Agaf Hetzia, c'est-à-dire il a mis du ciment sur la moitié, tu m'as dit que c'est tahor. Le Kéli est tahor, bravo. Mais quand il a mis des brindilles, tu me dis, c'est pas tahor tant qu'il n'a pas colmaté, tant qu'il n'a pas mis du ciment de partout, autour, au milieu, il faut vraiment que ce soit hermétique. Mais quelle est la différence? Pourquoi quand il a mis du ciment dans la moitié, tu as dit que c'est bon, le Kéli est tahor? Pourquoi quand il a mis des bois, des petits brindilles, tu me dis que non, le Kéli est tamé? Pourquoi? Eh bien, la Guémara dit, la réponse est facile. Pourquoi? Car le ciment, une fois qu'il a mis, il bouge plus. C'est dur. Ah, c'est dur, ça fait partie intégrante du Kéli, ça bouge plus. Alors c'est comme si on avait juste un trou qui est inférieur à la dimension. Eh bien, en effet, c'est la raison pour laquelle il est tahor, parce qu'il n'y a pas la taille nécessaire pour qu'il soit tamé. Mais les brindilles, étant donné que c'est quelque chose qui peut être retiré à n'importe quel moment, ils n'ont pas le statut d'obstruction pour dire que le Kéli est fermé tant qu'il n'a pas bouché hermétiquement avec du ciment tout autour. Tout ce que je vous ai dit en français, on va l'étudier maintenant dans le texte. Ve'amar Rava, hare amru, havit, shenikva ustamwa shmari mitziloa. Rava dit, il est écrit dans une Mishnah que si on avait un tonneau d'argile qui avait été percé, et ensuite la lie de vin l'a bouché à ce trou, hitziloa, alors en effet, ça a permis de sauver non seulement le Kéli, mais même le haut. Comme on a dit que le Kéli lui-même étant tahor, n'est pas Mekabel Tum'a, alors il peut servir d'écran. Ba'e Rava. Rava se pose la question. Agaf Hetzia Mahu. Quel est le din s'il a bouché la moitié du trou? Amarle Rabbi Yemar le Ravashi. Rabbi Yemar dit à Ravashi, comment il se pose une telle question? La Mishnatenu Hizo, quoi, il n'a pas lu la Mishnah dans Masechet Kelim, où il y a écrit clairement, Ditnan, Havit Shenikva Ustamua Shmarim, Hitzilua. C'est-à-dire que si on avait pris un tonneau qui avait été percé, comment on appelle ça? Si la lie de vin l'a bouché, tout va bien. Pakeka bizmora hachemaria, s'il a bouché avec un brindille de bois, eh bien, jusqu'à ce qu'ils mettent du ciment, c'est pas bon, il faut vraiment mettre du ciment. Hayuba shtaim, s'il a mis 2 brindilles, hachemaria, il faut qu'il mette du ciment. Où ça? Minatzdadim, tout autour, ou benzmora le haverta, et entre une branche et l'autre. Tama de mireah, halo mireah, lo, amai, vetiheve ki agaf hetzia. Tu vois que c'est seulement dans la mesure où il a bouché hermétiquement avec le bois et le ciment, c'est là qu'on dit que le Kéli est tahor. Mais si il n'avait pas bouché hermétiquement, c'est tamé. Alors pourquoi Rava se pose la question? Agaf Hetzia, s'il a mis du ciment sur la moitié du trou, est-ce que ça reste tamé ou tahor? Est-ce que le Kéli va être Mekabel Tum'a ou pas? Parce que maintenant qu'il a colmaté la moitié, il a bouché la moitié, il n'y a plus d'eau qui peut rentrer. Ça y est, le trou il est très petit. Alors est-ce que c'est tahor ou pas? Pourquoi il se pose la question, Rava? Mais il n'a qu'à déduire que c'est tamé. La preuve, c'est que quand on a parlé des 2 zmorot, ou une zémora, on a dit qu'il fallait vraiment qu'ils mettent du ciment de partout.
ce soit fermé hermétiquement. Donc si ce n'est pas hermétique, même si le trou est petit, étant donné qu'au début, le trou était grand, connaissent mashké, ça ne suffit plus de le rapetissir le trou. Il faut le boucher hermétiquement. Alors pourquoi Rava se pose la question? Peut-être que si on a rapetissé le trou avec du ciment et que maintenant il n'est plus connaissent mashké, c'est peut-être tahor. Pourquoi il se pose la question? Est-ce que c'est peut-être tahor ou ça reste tamé? Mais c'est évident que ça reste tamé, puisque tu vois que la Mishnah a dit qu'il fallait fermer hermétiquement. Alors la Gemara dit non, Amré, Ariashta, tu compares les deux cas. Hata milomarach lokae. Là-bas, à propos des brindilles, pourquoi est-ce qu'on a exigé un bouchage hermétique? Parce que lokae, s'il ne met pas de ciment, les petits brindilles vont tomber. Qu'est-ce qui va les faire tenir? Il est obligé, pour les faire tenir, de mettre du ciment de partout. C'est la raison pour laquelle on a exigé un bouchage hermétique. Agaf hetzia bemide de kae. Kae. Par contre, si il avait rapetissé le trou en mettant du ciment dans la moitié de l'espace du trou et que maintenant le trou est très petit, l'eau ne peut plus pénétrer le keli, peut-être que dans ce cas-là, le bouchage est suffisant. Puisqu'il est durable, alors peut-être que ça suffit. Voilà pourquoi Rava se posait la question. Alors Rabotaï, si je vous pose la question, quel est le din? Un trou qui était grand. Et ensuite, on l'a bouché à moitié avec du ciment. Maintenant, l'eau ne peut plus pénétrer. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. On a dit que ça marche. Celui qui dit oui, il se trompe. Celui qui dit non, il se trompe. Ça fait. Rava, il se pose la question, c'est un safek. C'est un doute.